Bonjour à tous. La bonne nouvelle tôt ce matin, c'est la libération des prêtres canadiens, de la sœur italienne. Depuis ce matin, on se souvient qu'ils étaient enlevés dans la région de l'extrême nord. On s'installe confortablement tout de suite. Voici le sommaire de cette édition de Canal Presse. Les lions, cet arbre qui cache une forêt Fecafoot. C'est reparti comme en 94, 2002 et suivant, avec du rififi financier. Au commencement, chaque lion a prétendument demandé que lui soit versé 150 millions de francs CFA au moins, prime de participation. À l'arrivée, le gouvernement a consenti 50 millions de francs CFA. Les footballeurs ont accepté, mais disent avoir signé un contrat d'adhésion. En vérité, je vous le dis, le capitaine Samuel Etofis et ses coéquipiers ne s'adressaient pas à Adoum Garoua, ministre des Sports, mais davantage à Iya Mohamed, à Joseph Owouna. Les Lions calculaient en main avaient dit que 750 millions de francs CFA se baladaient à Tinga. Au rang de ces argents, les recettes générées par le top sponsor et autres Puma. Ils se sont sentis cobayes, car avouons-le, 90% environ des recettes de la Fecafoot sont financées par les Lions. Cela n'a pas suffi quand soudain, les menteurs annoncent que chauffeurs, chefs de village et même les amis IES de Tinga menacent d'aller vivre la Coupe du Monde en direct à partir d'un guichet unique. Même en perdant un match amical, il est question de savoir si les Lions ont tort d'avoir raison. Et puis, comment s'appellent les membres de la délégation officielle devant accompagner les Lions? Cette émission se propose de découvrir leur maillot. Il était une fois un Tif Fundi, aux deux fiefs Bamenda et Douala, et qui habitait le cœur des Camerounais. Il y a 24 ans, naissait un parti politique nommé SDF et qui a fêté son anniversaire le 26 mai dernier, sans tam-tam ni tambour. Juste des réflexions, la nouveauté étant que le parti demande un référendum constitutionnel qui dégagerait un consensus autour de la loi fondamentale. À l'occasion, le parti a revendiqué l'entrée en scène de l'ONEL puis de l'ECAM dans le processus électoral, tout comme la biométrisation en cours, toujours en cours au Cameroun. Et sur le sujet de la participation ou non à un éventuel gouvernement, la réponse donnée par le SDF est que tout doit faire l'objet des accords préalables. En attendant, le parti s'est dit très préoccupé par la sécurité du pays et aussi par les questions sociales comme l'eau, l'électricité et l'éducation. Au plan de la démocratie, de l'entrée au gouvernement, de la vie même du parti, il est de bon ton qu'on se demande ce qui reste aujourd'hui du SDF. Ce programme est un rendez-vous que vous attendez chaque semaine pendant 6 jours. L'émission est diffusée en direct et simultanément sur Canal 2 International, sur la toile à l'adresse internet En début d'émission, bonne nouvelle, la libération des missionnaires. Tôt ce matin, ils doivent en principe rallier l'aéroport international de Yaoundé-Simalène dans quelques minutes seulement. Est-ce qu'on peut dire la mobilisation des élites du Grand Nord pour la lutte contre Boko Haram a fonctionné? Oui, ça je le crois et il faut vraiment féliciter nos forces de l'ordre qui ont tout fait pour essayer quand même de sécuriser davantage nos frontières et puis maintenant de pouvoir, à travers les renseignements reçus également, de pouvoir extirper ces otages-là de cette bande-là. Mais vous savez, à un moment donné, il y a malheureusement, comme chaque fois dans notre pays, parfois des gens, certains qui, eux, à travers certaines informations qu'ils donnent, ne le font pas toujours pour ramener la sérénité, mais parfois pour pouvoir tirer quelques prébendes de là. Vous vous rappelez, à un moment donné, il y a des gens qui ont suspecté beaucoup d'élites du Nord d'être derrière cette affaire-là. Dieu merci, il y a des réunions qui se tiennent avec ces élites, avec les autorités locales et les autorités traditionnelles également, tout comme les autorités administratives. Il y a eu cette réunion, je crois, samedi à Maroua. Non, vendredi, je crois, du côté de Maroua.
samedi avec les élites du Nord à Garoua et je crois qu'aujourd'hui en Ngaoundéré. Ça prouve quand même que tout le monde a essayé de mettre la main dans la pâte parce que l'insécurité ne choisit pas. Quand il y a insécurité dans un pays, nous sommes tous victimes. Vous voyez, nous sommes entourés de la Centrafrique qui est en difficulté, du Nigeria qui est en difficulté, du Tchad qui a également connu des difficultés. Donc il n'y avait que notre pays. Il faut dire que c'est une très belle nouvelle et qu'il faut éviter parfois de suspecter des ressortissants d'une région parce que ça peut créer des ressentiments. Or, nous sommes tous fils de ce pays. La sécurité de ce pays nous engage tous. Nous devons tout faire, nous tous, pour qu'il y ait la sécurité partout. La preuve, c'est que dans les parties septentrionales, il y a des sudistes qui vivent là-bas, il y a des nordistes qui vivent là-bas. Moi, je suis originaire du Grand Nord, mais je vis au sud. Je ne vais pas accepter qu'un coin du Cameroun soit en insécurité. S'il y a l'insécurité au sud, je serai également atteint. Pourtant, je suis ressortissant du Grand Nord. Merci Abdoulaye Ado pour votre première prise de parole. J'accueille à présent. Je voulais un peu dire que ce n'est pas parce que le Tchad, la Centrafrique, le Nigeria, ces pays-là sont en difficulté, en conflit, qu'on doit amener ce conflit-là au Cameroun aussi. Nous ne sommes pas un pays de conflit. Nous sommes un pays qui est un pays sain, un pays qui accueille tout le monde. Donc, on ne nous apporte pas ces conflits au Cameroun parce que nous ne le voulons pas. Les Camerounais ne veulent pas ce genre de situation. Parce qu'on ne veut pas vivre toujours caché. Dès qu'il y a un bruit même de chat, comme ça, on se réveille. Non. C'est entendu. Excellence, vous avez vu que lui-même s'est présenté. Et donc, vous allez garder la parole. Vous avez dû remarquer à la maison qu'il fait partie de nos panélistes. Excellence, bonjour, bienvenue. Merci. Alors, avec vous, on parle football avec notamment l'équipe nationale de la France qui a déjà rendu public sa liste des 23 devant prendre part à la Coupe du Monde Brésil 2014. Le Cameroun, la liste est attendue aujourd'hui à l'issue du match contre l'Allemagne. Y a-t-il une lueur d'espoir de pouvoir, par exemple, avoir les meilleurs possibles pour cette Coupe du Monde? Ben écoutez, c'est un peu difficile à dire actuellement. Nous avons encore 13 jours parce que lorsque vous avez 6 de nos meilleurs joueurs qui sont blessés, donc la lueur, ça... Il y a lueur de s'inquiéter un peu. Oui, elle est décroissante. Et vraiment, il y a lieu de s'inquiéter. Bon, comme je pense qu'on a adjoint au staff médical d'autres kinés, d'autres docteurs, on espère que la magie européenne va faire en sorte que nos joueurs soient sur pied le plus rapidement possible. Nous aurons souhaité qu'ils soient sur pied pour le match d'aujourd'hui contre l'Allemagne, pour vraiment voir la véritable équipe de l'équipe nationale de Cameroun. Mais malheureusement, en tout cas, nous ferons avec ce que nous avons, en espérant que nos meilleurs joueurs d'ici 5-6 jours qui soient en forme pour le match déjà ici au Cameroun et le déplacement au Brésil. En tout cas, dernière information, depuis l'Allemagne, le Team Presse signale que l'infirmerie est presque déjà vide. Manque à l'infirmerie Samuel Eto'o qui devra suivre un traitement spécial. On espère qu'on aura une bonne configuration de notre équipe nationale ce soir contre l'Allemagne. J'accueille à présent Abdourahmane Baba. Abdourahmane, bonjour, bienvenue. Bonjour. Voilà, je préfère Baba. Hein. Je préfère. Ok. Je préfère. Tu sais pourquoi. Merci d'être venu. On parle de AES Somel avec notamment la reprise en main par Actis. Alors, quelles peuvent être selon vous les attentes des Camerounais vis-à-vis de cette nouvelle société? Ben, écoutez, les attentes restent les mêmes, hein, et doivent rester les mêmes, peut-être plus, parce que vous savez, il y avait un souci avec le service clientèle déjà, il y avait un souci avec la facturation. Je ne parle pas du plus gros, c'est-à-dire la distribution et même la production. À un moment donné, on a connu un déficit, je pense, qui perdure et
Et je sais que pendant une période de l'année, il y a beaucoup plus de difficultés. Donc il faut accroître la production, améliorer le réseau de distribution, mais aussi les relations avec les clients, les relations avec la clientèle, et faire en sorte que quand on demande à être raccordé, que cela soit fait relativement vite, par rapport à ce qu'on annonce sur le papier. Et puis quand vous avez un disjoncteur qui crame, ou vous avez... moi j'ai un compteur qui a pratiquement 30 ans, vous voyez, et puis comment le changer? Vous faites la demande, il n'y a personne qui... Bon, on peut noter quand même qu'il y a eu des améliorations avec aujourd'hui la mise en place des moyens de paiement, mais ça ne suffit pas. Il y a de grosses attentes. Vous savez, l'énergie, c'est ça qui doit porter le développement d'un pays. Si nous voulons être émergents dans une perspective plus ou moins rapprochée, il faudrait donc avoir une bonne politique en matière énergétique. J'espère qu'Actis, qui n'est pas du métier, comme l'AES, je pense que ce que j'ai pu voir, c'est un fonds de pension, c'est un fonds d'investissement qui est venu, mais on sait que les fonds d'investissement peuvent aller partout, peuvent peut-être même mieux faire des choses, et on attend voir. On attend voir Actis qui a donc le pain sur la planche. Quatrième invité sur ce plateau, Espoir Matomba, Serge. Bonjour, bienvenue. Bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs de Canal 2. Les téléspectateurs de Canal 2 qui nous reconnaissent le pur, c'est bien cela. Évidemment, je suis le premier secrétaire. Premier secrétaire, parce que dans votre parti, c'est l'équivalent du président, non? Oui, disons que le pur est la première personnalité, le premier secrétaire est la première personnalité du parti. Chez nous, nous avons opté pour cette nomenclature, pour ne pas dire président. Vous savez, quand on a tellement de présidents au Cameroun que dans toutes les formations politiques, et les présidents sont des personnes généralement qui se prennent pour des petits dieux dans leurs différentes formations, c'est-à-dire c'est leur loi qu'ils imposent, et au pur c'est tout le contraire, c'est la pensée générale qui est appliquée. Le premier secrétaire applique ce qui est décidé par l'Assemblée générale. Ok. La journée de l'Afrique a été célébrée cette semaine, occasion de poser la question de savoir que vaut encore l'Union africaine. Alors l'Union africaine est malade dans son esprit et dans son âme, son corps. L'Union africaine est malade. Parce que, vous voyez, quand on a une institution qui, à 80%, est appuyée par l'Union européenne, par exemple, vous savez, nous allons être dans une démarche qui va honorer et contenter l'Union européenne. Et vous allez constater que la plupart des problèmes que nous avons en Afrique, ça vient du fait que nous ne parvenons pas à nous asseoir ensemble en tant qu'Africains, à voir nos problèmes, à développer notre commerce interne. On ne va pas parler des APE aujourd'hui, on ne va non plus parler des guerres qui sont en train d'arriver. Vous voyez, tout à l'heure, on parlait de Boko Haram. Mais quand vous allez dans le fond de ces histoires, ce sont des guerres purement économiques. Il faut une réoccupation géostratégique de notre continent. Parce que le continent, en lui, est un continent qui est immensivement riche. Je ne parlerai pas du potentiel humain, mais je parle du sol. Et quand vous vous posez des questions, comment l'Occident, à un moment donné, s'est retrouvé dans des positions leaders, des positions où ils ont amassé beaucoup d'argent. Vous allez vous rendre compte que dans le temps, de façon officielle et aux yeux de tout le monde, ils pillaient nos richesses pour emmener chez eux. Alors à un moment donné, ils se sont dit, nous sommes devenus très riches, nous n'avons plus besoin de l'Afrique, d'où les indépendances. Ils n'avaient plus besoin de l'Afrique, mais ils ont oublié que les ressources qu'ils ont puisées dans nos pays allaient tarir. Et puisque ces ressources ont tari, vous savez, pour supporter une économie, il faut véritablement produire. Quand vous allez vers ces pays-là, vous vous posez la question, qu'est-ce qu'ils produisent en réalité? Si on prend le cas de la France qui est plus dans la production d'armes, il faudrait bien qu'on vende ces armes-là. Il faudrait bien que les gens les utilisent. Il faudrait bien... Bon, quand vous allez soutenir l'économie, c'est quelque chose de véritablement particulier. Tant que la production n'est pas plus élevée que la consommation, tout de suite l'économie chute. Alors, présentement, nous nous retrouvons dans une phase où ils ne peuvent plus revenir en colons, puisque les données ont changé, il y a une véritable avancée. Mais comment pourront-ils revenir? Avant, on obligeait nos dirigeants à signer des contrats. Nos dirigeants se sont compromis et ont signé plusieurs contrats qui donnaient tout.
Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On va dans le sens où on doit plus mettre nos pays au devant, nos citoyens au devant. Et on est en train d'aller dans une phase où, désormais, les prochains dirigeants de nos pays ne seront pas des personnes compromises. Alors, qu'est-ce qu'il faut bien faire? Il faut revenir par des guerres, il faut revenir par tout ce que nous voyons des sectes. C'est-à-dire, quand vous vous posez les questions, comment ces sectes s'arment? Comment est-ce qu'ils deviennent même des sectes? Ils luttent pour quel principe à la fin? Vous comprenez, dans le cas spécifique du Cameroun aujourd'hui, que c'est un processus de déstabilisation qui est enclenché, mais qui est bien pensé. Mais nous devons dire non. En tant que Camerounais, nous devons dire non en tant qu'Africains. Nous devons nous dire notre continent peut se développer de nous-mêmes et par nous. Merci Serge pour cette... Je voudrais juste rajouter quelque chose. Très rapidement, c'est pas un échange. Lancé, mais on peut aussi mettre la Chine dans le même sac. Parce que quand vous voyez, c'est déshonorant, le nouveau siège de l'Union africaine a été construit entièrement par la Chine, aux frais de la Chine. Et vous savez, la première langue de traduction, quand vous touchez aux appareils là-bas, c'est le mandarin. Donc, c'est tout vous dire, c'est le mandarin, donc, qui est la langue la plus parlée en Chine. Donc, ça interpelle les Africains. Nous devons trouver des solutions à nos propres problèmes sans forcément, toutefois, nous jeter dans les bras du premier venu. Merci Georges-Alain Boyomo, 5e dernier invité. Bonjour, bienvenue. Merci Bouba, bonjour à vos nombreux téléspectateurs. On vous accueille avec cette histoire de l'archidiocèse de Yaoundé qui somme ses fidèles de payer une dette de l'Église qui s'élève à près de 6 milliards de francs CFA. Il s'agit de quoi ça? La première chose à dire à vos téléspectateurs, c'est que l'endettement n'est pas quelque chose de mauvais dans l'absolu. Même les États-Unis sont endettés, la France est endettée. Alors, c'est l'utilisation qui est faite de l'argent qu'on engrange, qui compte, qui est en débat. Pour le cas de l'archidiocèse de Yaoundé, la dette s'élève à un peu plus de 6 milliards, comme vous l'avez indiqué. Alors, cette dette a été contractée par 2 archevêques successifs, c'est-à-dire il y a eu Monseigneur Zoua et ensuite Monseigneur Bakot, qui a été, pas démis, il a renoncé il y a quelque temps. Alors, la dette contractée par Monseigneur Zoua a servi à quelque chose de précis, la construction de la basilique mineure du côté d'un Volier. Je suis sûr qu'il y en a qui fréquentent assidûment cette basilique-là, qui est un joyau architectural. Le problème se pose au niveau de l'utilisation de la dette à l'aide de Monseigneur Bakot. C'est-à-dire que lorsqu'il était en service, il y a eu près de 4 milliards qui ont été contractés comme dette et les chrétiens se posent des questions sur l'utilisation qui a été faite de cet argent-là. Et c'est un peu embarrassant de parler de ce sujet parce que vous savez bien que les prélats, de manière générale, font vœu de pauvreté. Alors, lorsque une autorité morale est éclaboussée par des histoires d'argent, ça devient un peu gênant, même pour le journaliste que je suis, parce que je suis par ailleurs un chrétien catholique. Je pense simplement qu'il aurait été plus indiqué d'adopter une posture de négociation avec les fidèles, au lieu de leur imposer un taux qui doit être comptabilisé d'ici la fin de l'année. Il aurait été plus indiqué de faire asseoir les représentants des fidèles, les anciens d'église et autres, pour décider du barème de cotisation de chacun, pour qu'on ne sente pas cela comme quelque chose qu'on impose aux fidèles. Je pense que, et c'est davantage surprenant, il n'y a que l'archidiocèse de Yaoundé qui est un véritable empire, hein, parce que cet archidiocèse ne couvre pas uniquement Yaoundé. Le nom, c'est archidiocèse de Yaoundé, mais ça va un peu plus loin jusqu'à Sambelima et tout le reste. Il y a eu beaucoup de dérives lors du magistère de l'ancien archevêque. On espère qu'ensemble, l'administrateur apostolique qui a été nommé, avec l'apport du Vatican, qui forcément va arbitrer pour le cas d'espèce, on espère que les mesures idoines seront prises pour effectivement renflouer les caisses de l'archidiocèse de Yaoundé. Voilà, nous avons déjà les 5 panélistes que vous avez certainement appréciés à la maison par leur première prise de parole. On va marquer une autre pause pour juste prendre derrière la revue de la presse feuilletée pour vous et pour nous. Cette semaine, c'est par Ebel Oliver. Bonjour. Le fonds d'investissement britannique Actis a pris officiellement les commandes des parts du partenaire de l'entreprise nationale d'électricité du Cameroun. Cette entrée en scène de Actis se fait au moment où les coupures intempestives d'énergie électrique se font nombreuses. Cameroun Tribune se fait l'écho des populations camerounaises qui se demandent ce qu'il faut attendre maintenant. L'enquête réalisée par le quotidien bilingue national révèle que
que la demande actuelle de 924 MW est largement inférieure à l'offre 1237 MW. Le problème se trouve au niveau du transport et le premier chantier qui attend Actis est la réhabilitation des lignes de transport et de distribution pour une fourniture régulière de l'énergie électrique. Diapason, quant à lui, s'intéresse au terme de l'accord passé entre le Fonds d'investissement britannique et l'État du Cameroun. Le journal de François Mboki parle des non-dits du contrat Actis. Aucune précision, dit Diapason, n'a été donnée par le nouveau partenaire de la SONEL sur le sort de l'actuel directeur général Jean-David Billy, ni sur les arriérés de 5% des actions dues au personnel, encore moins sur le nouveau nom de baptême de la Société de distribution de l'électricité au Cameroun. La semaine qui s'achève a également vu la célébration de l'an 24 du SDF. Un anniversaire dans la discrétion, indique le quotidien Émergence. Le journal de Manius Biaga constate que le Social Democratic Front a choisi de ne pas faire dans le folklore et de se consacrer à la réflexion. Le quotidien bilingue national l'a également observé. Cameroun Tribune indique que le tiers-man du SDF et son état-major ont célébré le 24e anniversaire de leur parti sous fond de sécurité. Réunis à Kambé dans le nord-ouest, le lundi 26 mai dernier, les officiels du parti de la Balance ont appelé à la vigilance et à la mobilisation de tous les Camerounais pour lutter contre la criminalité transfrontalière. S'agissant de celle-ci d'ailleurs, le bimensuel Défi actuel nous apprend que nous ne sommes plus qu'à une simple lutte, mais dans une guerre totale contre Boko Haram. Le premier news magazine camerounais, qui est allé au cœur des mesures diplomatiques et des dispositions militaires prises par le Cameroun pour sécuriser les populations menacées par la secte terroriste, dit qu'un arsenal d'armement fait déjà corps avec le décor au nord du pays. Le tri-hebdomadaire Le Soir ajoute qu'au Grand Nord justement, les forces de défense et de sécurité sont sur les traces des complices de Boko Haram. Et les prémices de cette chasse à l'homme révèlent selon le journal d'enquête de Armand Bianda que les alliés de Boko Haram se trouveraient dans le septentrion. Pour le tri-hebdomadaire Génération Libre, ce sont des alliés de poids qui seraient originaires du septentrion, information révélée par une source digne de foi, laquelle ajoute que les partenaires de Boko Haram au Cameroun sont des personnalités loin de tout soupçon. Chose curieuse tout de même pour notre système de sécurité selon le quotidien Émergence, qui conclut qu'il y aurait un malaise au sein du renseignement camerounais. Un manque de moyens pour se déployer sur le terrain de façon efficace serait à l'origine de l'impuissance des services du renseignement camerounais face à la menace Boko Haram. Le Point Hebdo, quant à lui, pense que c'est la France qui tire les ficelles et que le Cameroun serait la cible de diverses manœuvres souterraines, notamment le Boko Haram, pour déstabiliser le régime en place. Pour De Spark, le problème Boko Haram révèle l'urgence d'agir ensemble contre les menaces sur la sécurité. Et c'est déjà rassurant puisque Paul Biya et Idriss Déby ont la même vision sécuritaire et économique, titre Hot News à sa une. Et puisqu'on parle de vision économique, le Financier d'Afrique révèle que la zone CEMAC serait en crise du fait d'un complot Biya et Déby contre Ali Bongo Ondimba. Les deux chefs d'État du Cameroun et du Tchad auraient boudé le projet Ali Bongo pour l'emploi des jeunes de la CEMAC. L'autre actualité de la semaine qui s'achève, c'est la préparation de la Coupe du Monde du Brésil 2014. Dans la tanière des Lions indomptables, un vent de tension a traversé l'équipe nationale du Cameroun. Joueurs et autorités sportives se sont opposés au sujet des montants des primes à percevoir pour la Coupe du Monde 2014, indiquait Défi Actuel dans son pied de une. Celui du quotidien Émergence nous apprend que des joueurs s'en prennent à la FECAFOOT. Samuel Eto'o-Fils et ses coéquipiers demandent des comptes sur les retombées de la qualification. La météo Biebdo voit en cela un diktat des Lions sur Joseph Oona et Adoum Garoua. Une fin toute somme heureuse avec à la clé un accord sur une prime de 50 millions de francs CFA par joueur, conclu de Guardian Post. Revue de presse hebdomadaire Stop et Fin. Bon dimanche à tous. Voilà, merci Ebel Olinga. On revient sur ce plateau pour prendre la première thématique consacrée au SDF. Le SDF, que vaut le SDF 24 ans après? Nous avons suivi cette semaine la célébration du 24e anniversaire du Social Democratic Front. Je commence par vous, Serge, vous allez comprendre certainement pourquoi, vous êtes un homme politique. Le Social Democratic Front a gardé sa cote de sympathie auprès des Camerounais, selon vous, 24 ans après? Non, je ne le pense pas. Je pense que le SDF joue plus à la résistance que
qu'un véritable combat qu'il a commencé il y a 24 ans. Vous savez, les SDF, nous ne pouvons pas, de façon générale, dire que le SDF a échoué. Le SDF a bien commencé, très bien commencé, a commencé une véritable bataille démocratique. Je crois que si aujourd'hui nous sommes tous dans la politique, c'est parce que des forces comme des partis politiques comme le SDF ont bien commencé et nous ont permis aujourd'hui, n'est-ce pas, d'entrer en scène. Bon, mais toutefois, il ne faut pas perdre de vue que l'objectif d'un parti, c'est de la prise de pouvoir. Et pour prendre le pouvoir, il faut être un exemple. C'est-à-dire, on ne peut pas parler d'alternance sans pouvoir avoir l'alternance au sein de notre propre formation politique. Vous allez voir qu'à un moment donné, je ne parlerai pas idéologiquement, mais je dirais que certains comportements dans le SDF ont poussé plusieurs personnes à des démissions. Il y a eu un véritable dérapage et vous avez un président depuis 24 ans qui reste le même président du parti. Il n'y a pas alternance dans ce parti-là. Et c'est évident que les combats aujourd'hui du SDF sont plus ou moins d'autres combats, même s'ils ne les présentent pas. Alors, mais nous croyons véritablement que nous sommes, grâce au SDF, évidemment, ces forces qui allons impulser et apporter un véritable changement dans notre pays. Alors, Georges Alain, si le SDF a régressé, quels sont, selon vous, les facteurs qui ont contribué à cela? Les facteurs sont à la fois internes et externes, c'est-à-dire que sur le plan interne, comme Matomba l'a relevé tout à l'heure, il y a eu une saignée, une véritable hémorragie des cadres de ce parti. Un parti, c'est d'abord la ressource humaine de qualité. Alors, il y a des professionnels de la politique qui ont quitté le SDF. Je veux parler par exemple de Kawala, de Benamouna, de Siga Sanga, de Pierre Kouemo qui a créé son parti. Ils sont nombreux. Et forcément, cela a affaibli le parti. La deuxième raison, c'est la gestion de ce parti, c'est-à-dire qu'il y a une espèce d'hégémon, une espèce de souverain à la tête de ce parti qui ne tolère pas la contradiction. Et ça entraîne donc un certain nombre de démissions, ça entraîne l'application du 8-2. Le 8-2, c'est une disposition du SDF qui permet d'exclure des gens qui seraient en dissidence ouverte avec la ligne du parti. Donc ça, c'est pour les facteurs internes. Maintenant, il y a des facteurs externes. En face du SDF, il y a l'ogre RDPC, qui est un parti tentaculaire, une espèce de mammouth, qui ne tolère pas qu'il y ait une force qui fasse contrepoids. Et jusqu'à un certain moment, le SDF a fait contrepoids de par sa capacité de mobilisation et sa représentativité dans les conseils municipaux et à l'Assemblée nationale. Donc, la scène politique n'étant pas une scène de Saint-Valentin où on se fait des cadeaux, il est tout à fait normal que le RDP cherche à élargir son hégémonie, quitte à broyer le SDF. Donc, c'est principalement ces deux facteurs-là. Et aujourd'hui, je suis un peu au regret de constater que le leader du SDF se considère davantage comme se plaît dans sa posture de leader de l'opposition, alors qu'un parti doit conquérir le pouvoir. Je ne suis pas sûr que c'est encore la donnée principale au SDF, conquérir le pouvoir. Et ce qui sonnerait définitivement le glas du SDF, ce serait une entrée au gouvernement. Plusieurs fois, on en a parlé, c'est vrai, il y a des démentis. Il y a des démentis qui se font entendre, mais si le SDF venait entrer au gouvernement, je pense que là, ce serait effectivement signer son arrêt. Alors, Abdoulaye Ado, tout à l'heure, il parle du leader du SDF, le président Nidjon Fundi. Alors, des voix s'élèvent pour réclamer d'ailleurs un nouveau leader à la tête de ce parti. Est-ce que Nidjon Fundi est le problème dans ce parti, selon vous? Bon, je ne crois pas. Je ne crois pas, sans être du SDF. Il faut quand même reconnaître qu'il a souvent eu des concurrents dans le parti qui ont tenté à travers les élections. Je ne sais pas si elles sont transparentes pour pouvoir le mettre à terre, mais ces gens n'ont pas pu. Ça, il faut le reconnaître. Donc, de deux, ce qu'il faut dire également, c'est que, honnêtement, vous savez quand même qu'il y avait beaucoup d'énergie dans le power to the people de M. Fundi. 24 ans après, sûrement, ça ne peut plus avoir le même punch. Ça, c'est clair. Mais le SDF a ce site particulier. Le président et le secrétaire général sont les salariés du parti. Ça veut dire que c'est le parti qui paye un salaire à la fin du mois. Est-ce que quand c'est fait comme ça, si vous n'avez pas d'autres activités,
est-ce facile de quitter le parti quand c'est vos ressources? Donc, c'est quand même difficile. Peut-être que c'est bien pour permettre à ces gens-là de se consacrer au parti, mais le revers, c'est que... Ça peut permettre à ces gars-là aussi de rester, voilà, parce qu'ils sont salariés, à la tête définitivement. Du parti. Ça, c'est d'un. De deux, maintenant, il faut quand même dire, le SDF qui, à un moment, avait quand même fait croire aux Camerounais qu'il y avait beaucoup de différences avec le parti au pouvoir, mais on a vu les élus du SDF. Ils ont occupé des mairies, ils sont à l'Assemblée, mais je ne pense pas, en dehors de leur look personnel, qui a fortement changé, et les gabarits des voitures, je ne suis pas sûr que sur le plan des idées... Les gabarits sont devenus petits, grands? Non, des grosses cylindrées. Les grosses cylindrées. Voilà. Et je ne sais pas si vraiment les idées, ou bien parce que dès qu'on entre à ce niveau-là, on oublie les idées, et que maintenant on réussit à s'intégrer parce que sûrement c'est un monde C'est commun. pas sûr parce que vous savez bien que l'autorité, la tutelle des maires, ce sont les préfets. Et il est difficile d'établir la différence entre l'administration et le RDPC. C'est pour ça que, en fait, ce n'est pas pour dédouaner les maires. C'est juste SDF, pour relativiser aussi. Pour relativiser cela. Non, je crois que ce qui est davantage à dénoncer, c'est ces relations incestueuses qui sont de plus en plus marquées entre le SDF et le pouvoir. Mais dire que les maires SDF ont totalement échoué... Non, je ne dis pas qu'ils ont échoué. Okay. Je terminez sur la question. dis qu'il y a plusieurs maires SDF qui sont poursuivis pour mauvaise gestion également, alors qu'ils critiquaient ça. Ils ne sont pas les seuls, il y a aussi les maires RDPC aussi. Oui, puisqu'on avait dit que le RDPC était le problème. Maintenant, quand on vient, peut-être le SDF devrait changer quelque chose. Voyez également les députés du SDF. Ils contestent tout à l'Assemblée et au Sénat, sauf quand il faille augmenter les émoluments des députés. Là, il n'y a pas de problème. Alors, Excellence, quelle lecture vous faites du SDF 24 ans après? Ben, moi, je voudrais déjà leur féliciter d'avoir tenu aussi longtemps. 24 ans, c'est pas 2 jours. Oui, ils ont vraiment été résistants là. Je crois que c'est vrai qu'il y a un travail de fond qui avait été fait au début. Et ce travail de fond a un peu surpris le pays, même le RDPC. Mais vous savez, au moment où on fuit après la compétition, lorsqu'on fuit la compétition, ça veut dire qu'on n'est plus capable de suivre. Et moi, c'est là... Il y a des signes d'essoufflement. C'est là la problématique. C'est que le SDF, à un moment, a fui le combat. Ils ont fui les débats, ils ont fui tout. Donc, ça fait que ça a permis au RDPC d'être plus grand, plus robuste, voilà, de s'installer. Voilà, de s'installer, de faire tout. Alors qu'au début, lorsque le SDF vraiment était puissant, bon, il y avait inquiétude. Ça veut dire que les RDPC travaillaient pour contrer le SDF. Si je veux dire quelque chose à ce qu'il est en train de dire, c'est vrai qu'on a un problème de fond. Il y a un grand manque de formation au niveau des formations politiques chez nous, dans notre pays. Et vous voyez, des gens adhèrent à des partis politiques, pas forcément pour l'idéologie, mais pour un individu ou pour un intérêt particulier. Et quand chacun trouve son compte, le comportement forcément change. Il n'était pas dans le parti par rapport à l'idéologie. Il était là par rapport à quelque chose de précis. Et c'est ce qui fait que un parti politique finit par s'essouffler, comme le SDF. On l'a dit ici tout à l'heure. Il y a des ténors, des personnes qui ont... penser ce parti-là, qui ne sont plus dans ce parti. C'est-à-dire qui, à un moment donné, ne se sont plus retrouvés avec ce qu'ils ont, en phase avec ce qu'eux-mêmes, ils ont posé sur la table pour asseoir comme étant le parti politique. Et vous comprenez que c'est important pour nous de dire que nous devons arrêter ce qu'on appelle le clientélisme dans notre pays. Politique surtout. Nous devons commencer à former. Des gens ne peuvent pas se retrouver en politique par plaisir ou par intérêt. Nous devons commencer à former. Quand vous dites que le RDPC est devenu grand, je suis désolé. Le RDPC est né dans l'État. Le RDPC à sa naissance, l'État, c'est-à-dire c'est un parti qui fonctionne comme étant l'État en lui-même. Vous allez voir que c'est un parti-État, c'est ça? Un parti-État. Vous allez voir que tous les administrateurs civils de notre pays se comportent comme des militants
très engagés alors, parce qu'ils ne sont pas que militants engagés, mais très engagés du RDPC. Ça fait que toutes les ramifications de l'État sont au service du RDPC. Nous disons toujours, le jour où nous aurons dans notre pays une véritable élection libre et transparente, c'est ce jour-là que nous allons découvrir la véritable force du RDPC. Non, pour l'instant, je voulais qu'on revienne. Malgré cela, je voulais quand même dire que le SDF a permis au RDPC de se remettre en question. Oui, c'est ça, c'est ce que je voulais dire. Donc, si le SDF avait accepté le combat, ils avaient accepté le match, je crois que beaucoup de choses auraient changé. Beaucoup de choses auraient changé. Justement, parlant de changement, Abdourahmane, on se souvient, en 1992, le SDF avait refusé d'aller aux élections législatives. Est-ce que vous pensez que si le SDF avait pris part à ces élections en 92, ça aurait changé quelque chose sur la donne au Cameroun? Certainement, certainement. Moi, il y a quelque chose déjà, je voudrais revenir. Je ne pense pas que c'est le SDF qui a permis qu'on ait la démocratie. C'était une conjoncture plus ou moins globale. Chute du mur de Berlin, la perestroïka, glasnost, tout ça là, avec... C'est qu'ils ont commencé, ils ont embrassé ce combat. Nous sommes d'accord, ok. Ils ont été dans l'histoire, dans la mouvance de l'histoire. D'accord. Poursuivez. Maintenant, on a parlé vous avez parlé des changements. Certainement, on aurait eu des changements, mais peut-être est-ce que ça aurait été le changement que les Camerounais attendent ou auraient... Non, peut-être qu'à ce moment-là, nous le souhaitions tous. Tout le monde voulait qu'il y ait un changement. Mais avec le recul, quand je vois comment il y a quand même une vraie tyrannie au niveau des instances à la tête du SDF, je me demande, c'est que ça aurait fait au Cameroun, oui. Je me pose des questions parce que... Et puis quand je regarde aussi, quand vous voyez comment aujourd'hui, au fil des temps, quelqu'un a dit non, ça s'est estompé. Non, ils se sont adaptés. Et c'est ça peut-être, pour moi le SDF, c'est, si vous voulez, c'est des espoirs déçus. C'est des espoirs déçus dans la mesure où Nidjon Frundi, avec tout le personnel qu'il a eu, quand même, il y a eu des personnalités assez fortes au sein de ce parti. Qui sont partis de là pour créer un parti. Justement à cause de cette façon de faire, de ce diktat qui a été installé. Et il n'a jamais pu organiser, mettre en place un vrai parti d'opposition. Parce que pour moi aujourd'hui, il n'y a pas d'opposition. On parle de leaders d'opposition, je ne suis pas sûr qu'il y ait une opposition structurée. Quand on regarde ce qui se passe ailleurs, quand on voit comment les partis politiques fonctionnent, y compris même en Afrique, donc oui, le SDF fait partie de l'international socialiste, mais je pense que c'est le seul point. Comment se présente l'échiquier politique au Cameroun? À quel niveau se situe vraiment le SDF? Quel est le programme du SDF? Comment ce parti est structuré, organisé? Oui, en face, on a un parti État qui fonctionne comme l'État, dont le fonctionnement est confondu au fonctionnement des institutions. Mais maintenant, en face, quelle réponse le SDF en tant que leader au niveau, en tant que premier parti d'opposition? Donc, et à ce niveau-là, je pense qu'on ne peut être que déçu. Et moi, j'espère qu'il y aura un autre leadership qui va s'installer, qui va finir par s'installer forcément. Parce que ce qu'on reproche à d'autres, c'est la même chose. Ça viendra. On va évoluer. Tout à l'heure, Georges parlait de l'article 8.2. Moi, je vous relance sur cette question, Abdoulaye. Est-ce que l'article 8.2 n'a pas contribué à fragiliser davantage ce parti? Oui, sûrement, c'est ce que certaines mauvaises langues appellent la machette du chairman. Ça veut dire que quand vous faites quelque chose qui ne plaît pas au chairman, rapidement, on passe au conseil de discipline et avec le 8.2, vous êtes exclu. Donc, bon, ça permet au chairman quand même de contrôler le parti. Ça, c'est clair. Et on a vu beaucoup de gens sont passés par là, malheureusement, et ils sont partis. Est-ce que ça permet au parti d'avancer quand même? Aucun parti également ne peut exister sans qu'il y ait une instance disciplinaire. Maintenant, c'est la neutralité de cette instance disciplinaire qui fera la force de cette instance-là. Si ceux qui siègent à ce niveau-là sont honnêtes, s'ils appliquent les textes du parti, il n'y a aucun problème. Mais maintenant, si ces gens sont instrumentalisés, alors à ce moment-là, il y a problème
et que malgré les textes, malgré la clairvoyance, ils risquent de paraître comme s'ils font simplement le jeu de leader, alors qu'il fallait être neutre, tranché, conformément aux droits en vigueur dans ce parti. Alors, Georges Alain, malgré tout, est-ce qu'on peut dire que le SDF pèse toujours sur la marche de l'État? Le SDF gagnerait à peser dans la marge de l'État parce que par ailleurs, il n'y a pas de véritable démocratie sans opposition. Vous voyez par exemple en France, ailleurs, c'est dans le choc des idées que jaillit la vérité. Donc il faut nécessairement notre son de cloche, pas simplement en termes de revendication, mais également en termes de proposition. Et ce qu'Abdourahmane disait tout à l'heure, le SDF a de la peine à être une force de proposition. En dehors de sa réaction, sa dernière sur Boko Haram, on n'a pas entendu le SDF sur les questions d'eau, d'électricité, etc. Donc je pense que John Froundi, puisqu'on dit que le poisson commence à pourrir par la tête, il faut bien que John Froundi ne se contente pas de l'étiquette de leader historique. D'ailleurs, un thème qu'on entend qu'en Afrique, est-ce qu'en Europe, vous avez entendu que Jean-François Copé, qui est le leader de l'opposition, est le leader historique. Donc, ça veut dire qu'en Afrique, telles que les règles démocratiques sont élaborées, on fait pratiquement carrière dans l'opposition, ce qui n'est pas normal, parce qu'une opposition doit avoir pour principal objectif d'accéder au pouvoir. Mais ce qui se passe, c'est qu'on confine, et là je n'accuse pas uniquement le SDF, j'accuse également le camp d'en face de confiner des gens à l'opposition, une opposition qui devient finalement alimentaire, comme vous pouvez le constater, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de leaders, je veux parler de l'UNDP, de l'ANDP, de quelqu'un sur ce plateau, qui deviennent des gens de valeur du parti au pouvoir. Donc je pense qu'il faut se ressaisir. La dernière fois, j'étais au Tchad où également il y a un leader historique. Il faut sortir rapidement sur la question. Comme on dit là-bas, Saleh Kebzabo, qui pensait déjà à l'alternance. Dans 2 ans, au moins, le SDF, de par sa force, devrait réunir les autres partis. Il y a eu des tentatives, notamment en 2004, on était à un poil d'avoir un candidat unique de l'opposition. Malheureusement, les égoïsmes ont pris le pas sur l'intérêt général. Alors, oui, monsieur, s'il vous plaît, permettez quand même, parce qu'il a indexé mon parti en disant qu'on est des partis alimentaires. C'est lequel, voilà. Je suis membre du comité central de l'ANDP. C'est bien de tomber le bassin. Non, nous ne sommes pas un parti alimentaire. À la vérité, parfois, on est conçu souvent pour accéder au pouvoir. Mais ce n'est pas tous les partis qui accèdent au pouvoir. Néanmoins, sur la base d'une plateforme, on peut se décider, si le parti qui est au pouvoir accepte, d'intégrer pour l'intérêt des populations la vision des autres. Parce que nul n'a le monopole de la bonne pensée. Donc, parfois, par stratégie politique, on peut signer des conventions et gouverner ensemble, sans forcément être alimentaire. Alors, Serge, comment vous entrevoyez? Permettez-moi, avant de répondre à votre question, c'est très grave ce qu'il vient de dire, parce qu'un parti politique a pour objectif principal d'améliorer les conditions de vie des citoyens de son pays. Si on parle dans le cas spécifique du Cameroun, c'est-à-dire un parti politique qui est créé au Cameroun, a pour objectif principal d'améliorer les conditions de vie de tous les citoyens camerounais. Et cela passe forcément par la prise de pouvoir. Si vous naissez pour ne pas prendre le pouvoir, vous n'avez pas besoin de naître. Autant mieux intégrer un parti qui est déjà créé et faites vos alliances à l'intérieur. Sinon, ce n'est pas une opposition. Merci pour cette précision. Vous n'allez pas avoir des propositions à faire pour la bonne marche du pays. Moi, je voulais vous poser la question. Comment est-ce que vous entrevoyez le SDF d'ici 2018? Alors, c'est une question, vous savez, ce serait une question dont les membres du SDF seront très habilités à répondre. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le SDF, forcément, ira aux élections, forcément avec le même candidat en 2018, qui sera John Froundi, et ils vont contribuer davantage à fragiliser les autres forces de l'opposition qui peuvent faire quelque chose pour ce pays. Il est important pour nous, nous sommes aujourd'hui en 2014, nous pouvons tous ensemble, toutes les forces de l'opposition, nous unir pour avoir un seul candidat avant 2018. Ça se passe dans d'autres pays. Pourquoi chez nous c'est comme la sorcellerie? Pourquoi les intérêts égoïstes sont au-dessus de tout dans notre pays? Donc il est important. Aujourd'hui, le SDF, vous avez vu l'approche que nous avons fait au SDF quand ils ont décidé d'entrer au Sénat.
l'approche c'était direct avec tout le directoire du SDF, Nidjon Fundi et tout son directoire. Nous leur avons dit, ce que vous avez fait, nous estimons que ce n'est pas judicieux pour le pays, ça ne profite pas au pays. Certes, nous sommes des partis, mais nous avons besoin de voir les choses avancer dans notre pays, mais il est important que vous sachiez que vous ne pouvez pas vous comporter comme ça, surtout que vous représentez d'une façon ou d'une autre la véritable, une grande force de l'opposition. Donc il est important pour vous, nous pouvons nous asseoir. Vous savez, je vais vous surprendre avec la réponse, qui est d'ailleurs, que vous avez compris dans vos antennes. Nidjon Fundi, il m'a carrément dit, mais pourquoi vous n'intégrez pas le SDF? Comme si aujourd'hui l'idéologie ou alors la façon dont le SDF se comportait nous permettait de voir ce pays changer demain. Non, ce n'est pas le cas. Est-ce que, au cas où on prend, on ne souhaite pas, mais ça va arriver dans la mesure où Nidjon Fundi n'est pas inamovible, y a-t-il des potentielles personnalités au sein de ce parti qui peuvent assurer la relève? Le SDF regorge de personnes de qualité. Le nom qui me vient spontanément à l'esprit, c'est le nom de Joshua aussi, qui semble consensuel. Mais il va de soi que là également, ça ne sera pas facile à gérer parce que le SDF, avec le temps, est devenu un parti anglophone. Un parti pratiqué, confiné dans la région, les deux régions anglophones. Même au niveau de l'Ouest, le SDF n'a plus une hégémonie respectable. Donc, même au niveau de la transition, il y aura des batailles de positionnement, comme ça se passe ailleurs. Même au RDPC, vous savez qu'il y a une opposition au sein du RDPC. Lorsque vous entendez Joshua, voilà, au sein du SDF comme du RDPC. Il y a une grande opposition au sein du RDPC. D'ailleurs, c'est l'opposition la plus virulente qui se trouve au sein du RDPC. Au sein du SDF, il y a une espèce de dissonance dans le positionnement des uns et des autres. Le discours, par exemple, de Nietzsche n'est pas le discours de Joshua aussi. Nietzsche paraît plus agressif, alors que Joshua, il arrondit généralement les angles. Donc, là également, ça va se jouer. Il y a d'autres leaders. Il y a Joseph Mbandam, qui est vice-président à l'Assemblée nationale. Il y a des hommes de qualité forcément, mais il faut savoir si, quand le chairman envisage-t-il de quitter la tête du parti. Alors, c'est trop facile de demander. On sort sur cette question finalement. Que doit faire le SDF pour retrouver ses lettres de noblesse? Le SDF doit s'organiser sur le plan structurel, très bien organisé, avec de nouveaux textes qui ne permettent pas aux leaders de couper la tête à tout opposant. Et puis aussi sur le plan administratif, nous avons toujours négligé cela. Moi, j'ai eu la chance de travailler il y a une dizaine d'années sur la mise en place d'un parti politique que je ne nommerai pas ici, qui n'est pas un parti politique camerounais. Et ils ont fini par conquérir le pouvoir dans ce pays-là. Et je sais comment ils ont été organisés parce que j'ai participé un peu de loin à ce projet sur le plan des nouvelles technologies. Et je sais comment ça s'est organisé sur le plan administratif. Je sais comment c'est organisé. Je sais comment ce parti fonctionne. Et je vous assure que si le SDF veut demain garder sa place, parce que je dis bien qu'il n'y a pas aujourd'hui d'opposition, donc c'est d'abord de se définir sur le plan idéologique, dire que oui, nous sommes un parti de gauche, nous sommes un parti de droite, nous sommes au centre, non, nous voulons fédérer, voilà ce que nous voulons faire du Cameroun. Et bien voilà, avoir un vrai programme et essayer donc de ramener tout le monde, pas de se retrouver encore de plus en plus dans bientôt, ça sera tout simplement dans le nord-ouest, et après ça sera seulement dans la ville de Bamenda. Donc il va falloir s'organiser. Encore que le chairman sauf si les exploits d'avoir des accords comme avoir des sénateurs ou non, mais ça ne remplacera jamais une bonne situation. Merci, cher monsieur. On va, avec votre permission, Excellence Abdourahmane, je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le SDF. Vous allez souffrir qu'on prenne une transition qui va nous conduire directement à notre thématique secondaire, c'est-à-dire le sport, avec notamment cette question des primes des Lions Indomptables et du jeu des Lions Indomptables. Le reportage de la semaine est signé comme chaque dimanche, porte la signature de Arnaud Gueffak, de Samuel Bonis. On regarde. Le défoulement des lions à la façon du mondial. L'édition 2014 est dans l'air. Le carnaval du Brésil se prépare en foot et en flic. En foot justement, ça se cuisine en Autriche comme dans une caserne
sans armes, où tout se joue des pieds et de la tête. Au comité de normalisation, héritier temporaire de la FECAFOOT vacante, c'est bien le mieux possible des moyens humains disponibles. On ne va pas aller fabriquer les joueurs. C'est ce que nous avons, on ne fait qu'avec les moyens que nous avons. Donc pour moi, la préparation, normalement, elle devrait bien se passer. C'est quand on subit ce qu'on a subi l'autre jour qui nous permet de nous poser des questions. Je suis très content parce qu'il y a eu beaucoup d'autres choses qui sont révélées. L'œil du manager optimiste, mais aussi celui des connaisseurs critiques. Notre équipe nationale n'est pas vraiment en forme. Notre équipe nationale n'est pas en train d'appliquer exactement les techniques d'une équipe qui va en compétition. Il est une bonne raison de s'inquiéter parce que la préparation ne se passe pas dans la sérénité. On s'était attendu à ce qu'on voit une équipe nationale qui est déjà entièrement constituée, mais elle est complètement décimée à l'heure qu'il est. Les rapports inter-joueurs dans la sélection, les rapports entre les joueurs et la fédération, ou entre les joueurs et le ministère et l'État représenté par le ministère des Sports, je crois que le Cameroun est en train de constituer un cocktail pour asseoir une très mauvaise préparation et donc faire le lit d'une mauvaise participation en Coupe du Monde. Avis exprimé, arguments illustratifs déclinés. Nous sommes à moins de... Voilà, on revient sur ce plateau. Hein. Le décor est planté sur la question des Lions indomptables, tout en précisant que les Lions vont disputer leur troisième et avant-dernière rencontre cet après-midi. Ce sera contre l'Allemagne. Le dernier match est prévu ici à Yaoundé le 7 juin. Alors, lorsque, Excellence, moi je commence par vous. Lorsque vous avez par exemple appris le problème des primes s'opposer à nouveau au sein de notre équipe nationale, quelle a été votre réaction? Je pense que déjà nous n'avons pas compris avec le SDF. Je voulais, avant de continuer, je souhaiter joyeux anniversaire. C'est passé. On est déjà dans le sport. Comment vous avez réagi lorsque vous avez appris une fois de plus ce problème de primes s'opposer? J'étais un peu surpris. J'étais un peu surpris parce que je pensais qu'on avait dépassé un palier, qu'on avait grandi, qu'on avait atteint un niveau maintenant où on n'a plus besoin de discuter des primes à un mois de la Coupe du Monde. Je crois que les leçons antérieures nous ont amenés pas à faire des mauvaises Coupe du Monde, mais à être moins forts. Donc je pensais qu'on allait, après notre qualification aussi, gérer cette affaire, faire comprendre aux joueurs que voilà votre prime avant la Coupe du Monde, voilà ce que vous allez, si vous gagnez un match, voilà ce que vous allez avoir si vous faites un match nul. Malheureusement, on a attendu encore 2 semaines, parce que pour moi c'est 2 semaines, 2 semaines pour mettre cette affaire dans les journaux, dans les télévisions, les radios. Automatiquement, pour les Camerounais qui sont fatigués de ces problèmes de primes, pour les Camerounais qui croient encore à cette équipe nationale, c'est l'eau un peu qui a déboré un peu le vase. Et puis, moi je pense qu'il est temps aujourd'hui de mettre chacun à sa place. De mettre chacun vraiment à sa place au sein du sport camerounais. Parce que je ne parle pas que de football, mais du sport camerounais, parce que c'est malade partout. Vraiment, c'est malade partout. Mais dans le cas du sport, précisément, qui n'est pas à sa place? Vous savez, lorsque vous n'êtes pas un technicien du micro, pourquoi si vous vendez le micro pour venir... pourquoi vous parlez du micro pour venir raconter n'importe quoi au peuple? Non. Il y a des techniciens, on le sait. Que ce soit au football, au handball, au volleyball, au basket, tout ce que vous voulez. Il y a des techniciens. C'est à eux qu'il faut d'abord donner des places pour travailler. Parce que c'est d'abord le travail avant le reste. Le reste vient après. Donc ceux qui veulent d'abord prendre le reste avant le travail mettent toujours de la merde dans notre sport. C'est ça qu'il faut
C'est ça qu'il va falloir changer. C'est ça qu'il va falloir changer. Et on a l'impression qu'on n'a pas tiré, Serge, les leçons du passé. 94, 2002 et puis 2010. Résolument, il y a un problème d'organisation au sein de notre fédération et même la tutelle ministérielle. Non, c'est fait exprès, Bouba. C'est fait exprès parce que notre football, comme l'a dit son Excellence, est géré par des voyous en réalité. Est-ce que le mot n'est pas fort, non, voyou? le mot n'est pas fort parce que les leçons antécédentes, les leçons antérieures devraient aujourd'hui nous servir d'exemple. Vous ne pouvez pas me dire que présentement le problème de primes est sur la table, mais c'est un problème de timing, et l'Excellence le disait. On ne négocie pas avec des joueurs à 2 semaines de la Coupe du Monde. Après les qualifications, pourquoi les négociations ne se sont pas faites en ce moment-là? Pourquoi attendre ce moment? Parce que ce qu'on veut réussir à montrer aux Camerounais, c'est que les joueurs sont des diables. Parce qu'à la fin, on veut présenter les joueurs comme étant des personnes qui n'ont pas l'esprit patriotique. Mais je suis désolé, quand ils acceptent déjà de porter ce maillot, c'est parce qu'ils acceptent de défendre notre nation. Bon, aujourd'hui, vous devez comprendre que quand on dit 50 millions, c'est l'État qui donne cet argent aux joueurs. Ce n'est pas la FECAFOOT. Qu'est-ce que la FECAFOOT fait des 4 milliards qu'ils reçoivent pour la Coupe du Monde? Qu'est-ce que, présentement, ils sont en stage? La FECAFOOT a donné $1 million à la fédération. Mais l'État, la FIFA a donné $1,5 million à la fédération. Qu'est-ce que la fédération fait de cet argent? Je vais vous surprendre. L'État a encore déboursé de l'argent pour la préparation. Il y a double emploi alors. Vous comprenez que c'est une histoire qui est gérée par des voyous et le bouc émissaire, ce sont les joueurs. Le bouc émissaire, ce sont les joueurs. On va essayer peut-être de rentrer beaucoup plus en profondeur, si vous permettez, pour comprendre un peu les tenants et les aboutissants de cette affaire. Abdourahmane, 150 millions réclamés par les joueurs, c'est pas trop quand même? Ben écoutez, je suis désolé. Pourquoi? Parce que moi j'ai eu accès à l'édition de Jeune Afrique qui va paraître demain. Il y a un article où on a tourné un peu en dérision quand même le Cameroun, encore l'image du Cameroun, mais sont revenus sur un certain nombre de pays. En Algérie, c'est entre 150 et 200 000 euros par joueur. Ça dépend de ce qu'on veut dire. Oui, si cet argent doit venir des caisses de l'État, à ce moment-là, ça poserait un problème compte tenu des problèmes qu'il y a au Cameroun. On est quand même un pays en développement, il y a beaucoup de choses à faire et je pense que ce n'est pas le cas. Et c'est même là la problématique, toute la problématique qui a été posée par les joueurs. C'est l'utilisation de l'argent de football. Qui doit payer quoi? Parce qu'en réalité, l'État n'a pas besoin. Si l'État a voulu, parce que c'est des jeunes qui portent quand même le drapeau du Cameroun, c'est le nom du Cameroun, l'État a bien voulu. Mais maintenant, au niveau de ce financement, comme l'État a donné, est-ce qu'il faudrait donc laisser à la fédération disposer à sa guise des ressources du football camerounais? Parce que c'est ça le problème. Que fait la fédération? Que fait les dirigeants? Aujourd'hui, nous avons plus de 100 personnes qui vont à la Coupe du Monde. Tous les petits voyous, on vient de parler de voyous, là, tous les petits voyous au quartier qui défendent la fédé dans des petits médias, vous disent qu'ils vont à la Coupe du Monde, vous disent au revoir. Tout le monde va à la Coupe du Monde et c'est avec l'argent du football camerounais. Ce qui m'écoeure dans l'affaire, il a évoqué cela. Il y a eu, bon ok, le timing n'a pas été respecté, encore que par le passé, c'est toujours au dernier regroupement qu'on réglait ce problème. On aurait dû faire ça, au moins, oui, au Portugal. On n'a pas pu faire ça. Oui, vrai ou faux, les joueurs ont exigé un certain montant parce que nous n'avons eu aucune confirmation. Mais ce qui m'a choqué, c'est que les dirigeants fédéraux, le président du comité de normalisation, au lieu de fermer la porte et de discuter avec les joueurs, de leur parler comme ses enfants, comme l'encadreur qu'il est. Non seulement il les menace, mais en plus il les jette à la vindicte populaire. Parce qu'il envoie tous les communicants de la fédération sont allés dans tous les médias pour révéler un certain nombre de choses et pour dire des insanités. Oui, ce qui n'est pas vrai. Et ça a failli réussir parce que du coup, les gens, on a expliqué aux gens que c'est l'argent de leurs médicaments, c'est parce qu'il n'y a pas de quinine, c'est parce que les lions, il n'y a pas de quinine dans les dispensaires, c'est parce que les lions ont voulu, ainsi de suite, dans un pays. Non, il ne s'agit pas de cela. Ils ont généré de l'argent. Encore que pour terminer, je veux dire une chose. Vous savez, vous connaissez les salaires des joueurs à l'international, même de nos joueurs. Vous savez que quand même le capitaine de l'équipe nationale, à un moment donné, a eu un salaire d'1,2 milliard par mois.
Alors, Est-ce que le c'est ça football, qui vient de oui, c'est pour vous dire que si vous cherchez à faire le parallèle avec l'instituteur ou bien le militaire qui est dans la caserne, vous n'y arriverez jamais. Alors, Abdoulaye, d'aucuns disent que les joueurs doivent se concentrer essentiellement au jeu et ils ne doivent pas chercher à savoir comment est-ce que les fonds régénérés par la FECAFOOT sont utilisés. C'est votre avis? Oui, dans un pays normal, ça se fait comme ça. On n'est pas dans un pays normal? Disons que dans le football, ce que le Cameroun fait n'est pas normal. Parce que dans tous les autres pays qu'on évoque là, c'est la fédération qui gère ce football-là, qui gère cette équipe nationale-là. Excellence, permettez Qui gère cette équipe nationale-là. vous allez prendre la parole juste après. Le Cameroun est la seule curiosité planétaire où c'est l'État qui directement gère l'équipe nationale sur la base du décret de 1972 qui est encore en vigueur. C'est parce que la CAF et la FIFA ont dit que sur un certain nombre d'aspects, on ne permet pas directement au pouvoir de gérer qu'à travers une convention de collaboration entre le ministère et la FECAFOOT, on a concédé les aspects techniques à la fédération. Alors, vous essayez de démontrer que là, c'est pas pas la FECAFOOT. Vous voulez aider on sait là où vous voulez chuter. C'est pas la FECAFOOT qui gère l'équipe nationale. Dans les outils, oui, dans les outils donc mis à cette disposition-là par la fédération pour permettre de gérer la portion qu'on lui concède de l'équipe nationale, il y a un règlement intérieur de sélection nationale qui parle des primes en son article 4, et ces primes sont divisées en deux grandes catégories. Il y a la prime de présence qui est de 500 000 acquittée par l'État, le directeur administratif, qui est un cadre du ministère. C'est écrit dans votre règlement? C'est écrit dans le règlement, l'article 4? Qui est un cadre du ministère du Sport. Vous le reprenez, vous notez simplement, Roman. Qui est de 500 000 francs. On donne dès que les joueurs arrivent. Il y a maintenant la prime de performance. Match gagné, elle est totale. Match nul, elle est de moitié. Ça, on le sait. Vous comprenez? Il y a la prime de qualification. Il y a des compétitions majeures. Cannes, Coupe du Monde comme aujourd'hui. Et il y a cette prime de qualification. Notons que les Lions indomptables, à chaque match qu'ils gagnent ou ils font match nul, ils prélèvent automatiquement, ils perçoivent leur prime. Ça, il faut dire ça. Oui, ça et en cas de qualification, quand on s'est qualifié pour la Coupe du Monde, ils ont perçu la prime de qualification. Maintenant, ce qui pose problème, c'est quoi? Il y a la prime de participation, qui n'est pas dans le règlement intérieur, mais qui est une prime qu'on a instaurée par habitude. Vous comprenez? C'est donc sur la base de cette prime que les Lions ont demandé 150 millions lors du match amical contre le Portugal où ils ont pris 5-1. C'est pas parce qu'ils ont pris 5-1. Laissez-le terminer, s'il vous plaît. Laissez-le écouter. Ils ont demandé 150 millions. Ils ont demandé au premier tour 30 millions. Ça veut dire les Vous avez ce document-là? Vous avez Ils ont demandé à partir du deuxième tour jusqu'en finale 50 millions par joueur. Et ils ont demandé en finale 100 millions par joueur. En plus de ça, il faudrait prendre en charge par la FECAFOOT 3 membres de famille de chaque joueur, donc des 23, pour amener en Coupe du Monde. Pour la vérité, il faut planter le décor. Mais il faut dire que ça, ce sont les prétentions des joueurs. Maintenant, donc, je peux exprimer ma prétention, mais il faudrait donc, maintenant, que celui avec qui je discute, et le règlement prévoit que la discussion est faite entre le ministère, les représentants des joueurs et les représentants de l'État. La deuxième partie qui concerne donc la... Pour terminer maintenant. Je finis par là, c'est la prime de sponsoring. Il y a des recettes de sponsoring générées par l'équipe nationale. Seuls les Lions indomptables ont des sponsors. Le Cameroun a 11 catégories d'équipe nationale. Seul l'État prend seul en charge les Lions A. Les 10 autres sont pris en charge par la fédération. Et puis sur la base de cette prime de top sponsor, il faut, la FECAFOOT mobilise et redistribue tous les trimestres aux joueurs. Et cette prime-là, elle est calculée sur la base de la fréquence des joueurs à l'équipe nationale pendant le trimestre. Et enfin, lors des matchs amicaux,
qui génèrent des fonds. La FECAFOOT se répartit avec les joueurs 50% de l'argent généré. D'accord, merci. Avant de continuer, je vais demander à Abdoulaye. Parce que moi, c'est la première fois que je suis en studio avec Abdoulaye. J'ai toujours entendu. C'est la deuxième fois. Non, j'étais en télévision. Sur le plateau de télévision. C'était la première fois. Il y a une émission en radio. Oui. Là, maintenant, vous êtes en télé. C'est un autre... Moi, je voulais savoir et comprendre où sont les 11 sélections. Elles sont là. Elles sont où? Il y a les après. Oui. Il y a les cadets. Oui. Il y a les juniors. Oui. Et la même chose, il y a ces versions-là avec les filles. Non, continue, non. Il y a des équipes nationales féminines. Mais vraiment, Abdoulaye, excellence. Nous sommes tous au Cameroun ici. C'est pour ça que je dis toujours arrêtez de prendre le peuple camerounais pour des idiots. Vraiment, ce peuple que vous voyez là connaît le football. Personne ne peut donner des leçons à ce peuple-là. C'est des gens qui vont au stade depuis presque un demi-siècle. Et les gens qui ont sorti leur argent. Et il y en a qui sont devenus pauvres. Pauvres, parce que vraiment, ils passaient tout leur temps à investir. À investir pour le club. Il y en a qui ont même divorcé avec les femmes à cause du football. Donc arrêtons de mentir toujours, en train de mentir. Nous ne voulons plus ce mensonge. Après ce coup de monde-là, nous ne voulons plus ce mensonge. Moi, je vous le dis. C'était terminé. Tous ceux qui n'ont rien à voir avec le football-là, qui dégagent. Ok. Et ils vont dégager. Moi, je vous le dis. On attend les élections d'ici là. Arrêtons. Vous me dites qu'il y a 11. Vous avez cité 3 seulement. À peine 3. Prenons en plus 3 chez les femmes. Ça fait 6. Les autres sont où? Ok, d'accord. Alors, l'une des préoccupations des joueurs, Georges Alain... C'est ça qui a tué notre football aujourd'hui. Parce que le football des jeunes qu'on avait il y a 15-20 ans aussi a disparu. Chaque équipe de football ici au Cameroun avait une équipe junior, une équipe cadette. Et c'était organisé comme en France. Quand le tonnerre allait jouer, par exemple, à Douala contre l'Union, il y avait un levé des rideaux entre les catégories inférieures. D'accord. Les catégories inférieures. C'est où aujourd'hui? Ok, d'accord. On va avancer avec votre permission, Excellence. L'une des préoccupations des joueurs Georges Alain, ils le disent à travers leur capitaine, 90% des fonds générés par la FECAFOOT proviennent de l'équipe nationale première. Oui. Donc pour eux, ils sont en droit de revendiquer. Tout à fait. Et je pense que c'est le problème fondamental parce qu'on agite beaucoup de chiffres là qui peuvent justement aboutir à quelque chose qu'Abdourahmane a soulevé tout à l'heure, c'est-à-dire créer un mécontentement des autres couches, des autres catégories professionnelles, les médecins. Et j'ai l'impression que c'est fait à dessein. C'est fait à dessein par des gens qui savent qu'ils ont toujours pris des distances vis-à-vis de la bonne gouvernance, vis-à-vis de la transparence, notamment à la FECAFOOT. Ce qui est le plus écœurant, je comprends la colère saine de l'ambassadeur itinérant, c'est que nous sommes quand même à la 6e participation du Cameroun à la Coupe du Monde. 7e. Alors, 7e. Et on ne ressent pas jusque-là le seul pays en Afrique. Le seul pays en Afrique, on ne ressent pas jusque-là les retombées de cette Coupe du Monde. Alors, ces joueurs qui génèrent autant d'argent, pourquoi c'est plutôt des personnes périphériques qui profitent de cet argent-là? Je pense simplement qu'il faut normaliser. Il faut véritablement normaliser. Il faut normaliser la normalisation, si vous voulez. On a espéré qu'avec ce comité-là, les choses devaient s'arranger. Parce qu'à la tête quand même de ce comité, il y a une grande figure, le professeur Ona. Et à l'intérieur du comité, il y a des grands anciens du université. Mais ce qui se passe, on a l'impression que finalement, la tentation est grande, quel que soit son rang social, de puiser dans les caisses de la FECAFOOT et s'enrichir. D'accord. Donc, malheureusement, avant de passer la parole, je voulais dire que ces revendications des joueurs-là, ces revendications sont légitimes. C'est légitime. Moi, je dis, je le répète encore, les joueurs d'abord même ont demandé 150 millions. Ce n'est pas parce que ces joueurs-là veulent prendre à tout prix ces 150 millions pour les mettre ça dans leur poche. C'est pourquoi? Non, c'est parce qu'ils en ont ras-le-bol. C'est depuis au moins 4, 5, 6 ans qu'ils demandent toujours à la Fédé qu'est-ce que vous faites avec les retombées de la Coupe du Monde. Football. Ils ne veulent pas que ça rentre dans les poches, mais que ça puisse aider nos minimes. Parce que ça commence par là, les minimes, les benjamins et tout. C'est les futurs, les indomptables. Ces enfants-là qu'on voit jouer partout dans tous les quartiers. Quand un enfant a joué pendant 6 mois, 7 mois, est-ce que le 8e mois encore vous le voyez? Non, je vais t'aimer. L'enfant a disparu.
Donc les Lions ont réclamé cet argent, c'est pour mettre la fédération déjà à dos. C'est pour que les gens comprennent que l'argent de football aujourd'hui va ailleurs. Il va ailleurs. Serge, vous pensez que... Ce que je veux dire, je l'ai dit déjà dès le départ, que notre football est véritablement géré par des voyous. Vous voyez qu'avec tout ce que nous disons, et puis j'ai cette chance-là de généralement accompagner les Lions, c'est-à-dire partout où ils vont jouer, sauf changement de calendrier dernière minute, je suis au stade, c'est-à-dire j'accompagne pour dire à notre cher ami Abdoulaye que quand il parle de la revendication de 100 millions depuis le Portugal, c'est pas vrai. Moi, j'étais au Portugal, j'ai vu jusqu'à 2 heures du matin, les Lions étaient en réunion, j'étais dans l'hôtel, logé dans l'hôtel où les Lions étaient, j'ai vu tout ce qui s'est passé, j'ai pu entendre tout ce qui se disait. Donc, je veux dire que leur revendication est légitime, mais ils ne demandent pas cet argent à l'État du Cameroun. Et il ne faudrait pas qu'on les présente comme des gens qui veulent manger l'argent du contribuable camerounais. Non, il y a des retombées dans le football. Dernièrement, le ministre Joseph Oona, le ministre, puisqu'il garde le président du comité de normalisation, annonçait dans un communiqué ici que le match amical Cameroun-Allemagne va générer 190 000 euros. Et plus tard, il a envoyé un autre communiqué en disant que ce sera 140 000 euros. Mais quand vous parlez, les joueurs comprennent. Où part 50 000 euros entre-temps? Entre deux communiqués, 50 000 euros disparaît. Les joueurs, ils le savent. Ce ne sont pas des joueurs qu'on ramasse au quartier. Alors, ils jouent dans ce sont des professionnels. On va avancer. Et quand je vais plus loin, la ville de Victoria, au Brésil, a offert à l'Africa Foot un accueil pour 120 personnes. C'est-à-dire tout pris en charge. Tu vois? Qu'est-ce qui va se passer? C'est la FIFA qui s'occupe du transport, du logement des joueurs pendant des compétitions comme celle-ci. Mais le ministère, le gouvernement va encore débloquer de l'argent pour le logement, pour le transport, pour tout ce que vous voulez. Mais cette complicité, je vous l'ai dit, quand je dis que c'est géré par des voyous, c'est fait exprès en fait. Pourquoi ce timing de négociation? Pourquoi maintenant? Parce qu'il faut réussir. Vous savez que les membres de la délégation officielle perçoivent les mêmes primes que les joueurs. Vous le savez quand même. Plus ou moins. Non, c'est pas la délégation officielle. Il y a des gens qui... Voilà. Ça, c'est la délégation de la fédération. Ils perçoivent les mêmes primes. Et récemment, c'est le Premier ministre Philomène Yang, après la Coupe du Monde, qui a parlé du trop perçu. On se souvient de cette histoire du trop perçu. Si on ne rentre pas si dans notre football, les techniciens du domaine ne sont pas impliqués dans la gestion de ce football, le football sera toujours malade. Alors, et il faut qu'on arrête avec le flou qui est entre la FECA Foot et le ministère. Parce que c'est entretenu par des personnes qui tirent leur... On va sortir par là sur les querelles qui opposent le comité de normalisation aux joueurs. L'une des griefs encore, Abdourahmane, les joueurs ont exigé la prise en charge, par exemple, de 3 membres de la famille. Au motif, ils disent que, je pense, ce passage, et ici, les responsables de la FECA Foot se permettent d'amener au Brésil leur famille, leurs petits amis, leurs chauffeurs et leurs chefs de village. Pourquoi pas les membres de la famille des joueurs? Est-ce que ça, c'est possible, vraiment? Écoutez, c'est ce qui est en train de se passer, les gardes du corps, et puis aussi tous ceux qui vont dans les médias déstabiliser notre équipe nationale. Écoutez, vous allez voir, vous n'allez plus les voir pendant d'ici quelques jours. La fédération... C'est la récompense? Oui, justement. Parce que le paradoxe, c'est que les dirigeants actuels de la fédération utilisent les ressources du football camerounais pour nuire à la fédération. Ils mettent cet argent, ces ressources financières au service de leurs intérêts personnels, au service de leurs ambitions personnelles. Il y en a même qui disent que quand ils vont revenir, ils vont démissionner, ils vont se présenter à la présidence de la fédération. Vous comprenez? Donc, ils amènent, donc on utilise aujourd'hui électoral. Oh tiens, il faut donner votre passeport, on demande à tous les journalistes, à tous les acteurs, ils amènent des gens dans les régions, dans les départements au Brésil, en sachant que un séjour au Brésil, pour une personne, c'est minimum un billet d'avion et tout, c'est minimum 2 millions à 2 millions et demi. Au minimum, là même, ça veut dire que vous restez à Victoria, vous ne faites pas les 3 déplacements pour suivre l'équipe nationale. Écoutez, donc si vous... Moi, il y a quelque chose qui m'a frappé. Tout à l'heure, vous avez dit, pour eux,
Justement, j'ai suivi les gens le dire. Même Abdoulaye qui est là l'a dit quelque part parce qu'il est très actif dans les médias. J'espère qu'il parle au nom du comité de normalisation. Non, il ne va pas, il va pas au Brésil. Voilà, on n'a pas pu votre passeport. J'espère qu'il assume. Non, il n'ira pas au Brésil. J'espère que tout ce qu'il dit aujourd'hui, c'est au nom de. Il est membre de l'Africa Foot. Non, il est aussi. Moi, je suis membre direct. Je l'ai dit. Le débat n'est pas sur le de football. On va avancer. Laissez-moi chuter, j'ai encore... Allez-y donc, parce que vous voulez nous amener sur notre terrain encore. C'est pour vous dire... J'espère qu'on va parler tout au moins du jeu. Oui, l'environnement, on va parler du jeu là maintenant. Oui, justement. C'est pour vous dire, parce que... Non, cet aspect... On va parler du jeu cet après-midi, ce soir, quand vous allez suivre les reportages, vous allez suivre. Mais aujourd'hui, nous parlons d'un problème crucial. Et je dis bien qu'il est question donc de la gestion des ressources de notre football. Quelqu'un vient de dire que c'est l'État qui gère le football camerounais. Je dis non. Ça, et maintenant pour terminer. C'est faux. Vous avez parlé, il y a des gens qui pensent que quand ils sont âgés et quand ils sont désagrégés, ils prennent les autres pour moins que rien. Mais pour moi, tous ces joueurs sont désagrégés. Ce n'est pas parce qu'au football, il n'y a pas ne délivre pas un diplôme. Ils sont désagrégés en football parce que c'est des professionnels. Millions de gens qui pratiquent, des dizaines de millions de gens qui pratiquent le football dans le monde, ces gars-là sont... Et parmi les meilleurs, ils sont devenus des footballeurs professionnels. Vous prenez, je ne sais pas, Samuel Eto'o, s'il y avait des titres académiques à décerner, je ne sais pas. Dans le football, vous lui redonnez quoi? On va laisser l'environnement maintenant. Ou même le petit Danny Nunke. On laisse l'environnement maintenant. Ces jeunes. Excellence, ensuite ce sera avec vous. Mais d'abord, on revient s'il vous plaît. On n'a plus beaucoup de temps. Parlons du jeu maintenant. On va nous donner une heure. C'est pas possible. C'est pas possible en télévision. C'est possible. C'est possible. Je voulais je sais pas en 30 secondes dire que arrêtez de prendre les footballeurs pour des idiots. Nous ne sommes pas des idiots. Nous avons tous été à l'école. C'est parce que nous n'avons pas eu des licences, des doctorats, des masters, tout ce que vous pensez, nous sommes des idiots. Vous êtes des agrégés en football. Nous ne sommes pas idiots. Nous ne sommes pas idiots. Nous avons fait l'école. On n'a pas eu ce diplôme, mais nous avons fait l'école. Parce que moi, je prends mon cas pour être, par exemple, entraîneur de deuxième degré en France. Il faut avoir la tête. Sinon vous ne faites pas vous ne pouvez pas le faire. Cette formation-là. Vous ne pouvez pas la faire. Oui, parce qu'il y a le corps humain. Dedans là-bas qu'il faut décrire pendant les examens. Tu fais comment? Donc je suis en train de dire que arrêtons de prendre les footballeurs pour des idiots. Et si nous étions des idiots, laissez nous-mêmes gérer notre football parce que nous sommes des idiots. Nous saurons comment gérer ce football. Pour vous, le football au footballeur, excellent, c'est ça? Pas seulement au footballeur, mais nous voulons des gens capables de comprendre le footballeur. Vous avez le sentiment que ce n'est pas le cas présentement? Non, ce n'est pas le cas. En tout cas, ça n'a jamais été le cas depuis 15-20 ans. Ça n'a jamais été le cas, sincèrement. Donc, je dis, arrêtez de nous prendre pour des idiots. Nous ne sommes pas des idiots. Et puis, si nous sommes des idiots, que ce que vous venez faire à côté des idiots? Vous venez bouffer l'argent des idiots. Vous venez voler l'argent des idiots. Vous insultez ces idiots. Vous m'amenez ces idiots. Vous vous mettez les bancs avec vos femmes, vos copines, vos chauffeurs et tout. J'ai été invité par l'ambassadeur du Brésil qui m'a dit que c'est une catastrophe aussi, M. Roger Mila. Il ne m'a pas dit ambassadeur, il m'a dit Roger Mila, parce qu'il me connaît. Et il sait ce que j'ai fait. Il me dit, mais, catastrophe pourquoi? Il me dit, mais c'est une catastrophe aussi. J'ai déjà plus de 200 personnes qui doivent aller au Brésil. Qui les prend à charge? Qui paye tout ça? J'ai dit, là. La fédération, le comité de nomination. Je lui dis peut-être que la fédération, le comité de nomination a de l'argent pour les amener. J'ai dit, je lui ai même dit là, c'est pas mal, parce que moi je cache rien. Je lui ai dit, il faut bloquer, il faut les bloquer. Annulez même tous ces visas. Annulez tous ces visas-là et demandez au gouvernement de vous dire exactement qui doit faire du déplacement. Parce qu'il faut aller. Ces gens-là vont aller foutre du bordel, la mer là-bas. Et encore, c'est le nom du Cameroun qui sera sali. Et c'est le nom du Cameroun qui sera encore sali. S'il vous plaît, on va laisser l'environnement maintenant. Je termine en disant que j'ai croisé un grand frère qui est député. Parce qu'on se connaît très peu plus longtemps qui est député. Qui me dit, mais Excellence, moi je pars au Brésil. Je dis, comment ça? Me dit, oui. On m'a demandé d'amener mon passeport. Je dis, qui t'a demandé d'amener mon passeport? Le professeur ou le président du comité de nomination. Donner mon passeport, il m'a amené parce que je suis élite du même village que lui.
C'est vous trouvez ça normal. Pendant qu'on va amener un député, il y a des joueurs qui sont là. Mais bien fait pour ces anciens joueurs. Parce qu'ils ont été aimés contre le football. Aujourd'hui, ils sont là, ils triment. Aucun ne peut partir. Je crois que tous ces gens qu'on amène là, on peut prendre les anciens joueurs qui ont fait des coups de monde là. Et les amener. Allez aussi voir la coup de monde. Et voir aussi le plaisir. Sur le jeu. Nous n'avons pas vu le plaisir. Sur le jeu maintenant. Vraiment, si vous permettez, sur le jeu, je ne peux pas vous donner une vision sur l'environnement. C'est que les joueurs ont donc demandé. Ça fait 35 milliards. Si leur volonté reçoit l'approbation. Le Cameroun est allé 7 fois. Supposons que les 7 fois, le Cameroun a eu 4 milliards. Ça fait 7 fois 4. Je ne suis pas fort à l'école, ça fait 28 milliards. On sait vous comprenez, un peu plus de 4 milliards. Maintenant, dans les délégations, il oublie de dire une chose. C'est à volonté. L'État du Cameroun, il y a une délégation sportive qui est au nombre de 50 qui est prise en charge par la FIFA. Vous comprenez? L'État du Cameroun, dans sa politique interne, pour vendre sa culture, décide de mettre de l'argent pour amener des gens. Ça, ils sont pris en charge par l'État. Non, ce que l'Afrique amène, sont pris en charge par la fédération. Ils sont à combien? Il faut donc dire ceci sur les joueurs qui vont. Tous les anciens capitaines des Lions indomptables vont au Brésil, pris en charge par la fédération. Le comité de normalisation. Il faut le dire, voilà. Donc il faut dire ce genre combien de choses. Mais dans tous les cas, ils sont en train de... Vraiment une Je crois qu'aujourd'hui, il oublie de dire que sur les 35 milliards, quand vous arrivez... C'est ce que les joueurs ont demandé. Est-ce qu'aujourd'hui, là, on cumule les recettes que le Cameroun a reçues depuis 1900. Vous mettez les primes, là-dedans? Non, vous mettez les primes de victoire? S'il vous plaît. De victoire, il les prélève. Le calcul de 35 milliards. S'il vous plaît, non, on ne va pas se laisser... Oui, non, faisons les calculs. Je dis que ça fait 30 secondes. S'il vous plaît, 30 secondes pour une précision. On ne va pas se laisser gruger ici, vraiment. Ils viennent de parler d'avancer le chiffre de 35 milliards. Ça sort d'où? Est-ce que même s'il vous plaît, on n'a jamais vu ce document, mais même si vous cumulez les primes de victoire, c'est-à-dire jusqu'à la victoire finale, ça ne ferait pas ce prix-là. Donc ce montant-là, donc il faut arrêter. Je pense que depuis le début, pour la fédération, pour éviter de se retrouver devant ses responsabilités, le comité de normalisation a voulu tricher et jeter les joueurs à la vindicte populaire. Et aujourd'hui, nous pensons que c'est injuste et c'est aussi, comment je peux dire, c'est irresponsable. Parce que à quelques jours d'une telle échéance, on ne cherche pas à déstabiliser l'équipe nationale. C'est vraiment 30 secondes. C'est véritablement défendre le comité de normalisation. Il parle au nom du comité. Et quand il fait les revendications, ce que les gens ont demandé à la fédération, c'est 100 millions de francs, pas 35 milliards. Et quand vous faites le calcul, ça fait pratiquement 2 milliards. 2 milliards, 100 millions. Même si on ajoute les matchs gagnés, très rapidement, on ne va jamais atteindre 35 milliards. D'accord. Donc, arrêtons. Merci. D'accord, merci. On termine. Je viens de dire encore que c'est trop malheureux que le comité de normalisation vient nous dire qu'ils vont amener que les capitaines au Brésil. Ils ont droit à 120 personnes prises en charge. Il y a que les capitaines qui ont joué dans l'équipe nationale. D'accord. Ok, d'accord. On termine sur notre jeu. Les capitaines même sont décédés. Ils sont décédés. Le sujet. La fédération n'a même pas donné ses fins. C'est nous qui attirons le footballeur quand il meurt. Nous. Je dis bien nous. Excellence. Le syndicat. Et moi personnellement. Ok, d'accord. J'ai un année, c'est moi qui l'ai attiré. On se calme. Il fait des éléments, c'est moi qui l'ai attiré. Vous n'accordez pas l'argent. D'accord, c'est entendu. Excellence, on se calme. Sur une autre. Il y a une autre espoir sur le jeu. Quand on a vu le jeu, le match. Je ne le pense pas, cette équipe ne rassure pas. Peut-être l'un des éléments structurants du mental de cette équipe, c'est l'environnement qui est délétère, comme les autres l'ont indiqué. Mais je pense que quelque chose peut encore être fait pour que cette équipe ne rentre pas avant-dernière, comme lors de la dernière Coupe du Monde.
il y a des joueurs, je pense simplement que l'encadrement technique, même s'il est également, il y a beaucoup de désordre parce que on n'a plus beaucoup de temps pour développer. On a adjoint 4 entraîneurs camerounais, 4 entraîneurs camerounais. Voilà. Et ça participe du jeu. Et M. Fink a choisi ses assistants à lui. C'est frère. Et vous voyez bien que ça va créer notre désordre. Donc, les 2 premiers matchs, on voit bien que les Lions ne lâchent pas. C'est frère qui va bouffer l'argent. Et on devrait être plus sérieux parce que notre poule est une poule pratiquement la mort. Okay. On est condamné à vraiment se surpasser. D'accord. De ne pas rentrer derrière les On espère qu'ils ont suivi le message et que les uns et les autres resteront à leur place et nous ne ferons pas une piètre participation à cette Coupe du Monde Brésil 2014. Le match l'avant-dernier, c'est aujourd'hui, 17h heure locale. Ce sera contre la National Mannschaft, classée 2e sur le classement FIFA, le plan mondial. On souhaite beaucoup de courage à nos Lions indomptables. Et puis, on espère également que les joueurs ne vont pas rentrer dans cette situation qui pourrait les déstabiliser. Moi, il me reste qu'à vous dire merci. C'est terminé. C'est terminé parce que la rediffusion de ce programme, c'est prévu pour lundi à partir de 23h. Et la seule chose qui me reste à faire, c'est vous dire merci, cher monsieur, excellence, merci. Georges, Abouraban, vous n'irez pas au Brésil. Eh bien, si vous regardez quelques matchs. Ok, d'accord. Serge, merci également. Merci à Abdoulaye. Vous ne faites pas partie de ceux qui iront au Brésil. En tout cas. Il a mis quelqu'un à sa place. Ok, d'accord, c'est terminé. Cher monsieur, il me reste également à dire merci à nos téléspectateurs. Nous, on ira au Brésil, mais pas avec la Fédération camerounaise de football. C'est terminé.